Une odeur de prairie et de cendres s'échappe de la buanderie du monastère. Des serviettes en lin épais sèchent péniblement sur des cordes, une bassine remplie de lessive est posée sur la table, et dans le couloir se trouve un panier contenant des sandales abîmées, destinées à être distribuées aux pauvres. À la porte, une feuille clouée par une branche humide est affichée. Elle contient des mots diffamatoires sur la décadence des mœurs et les festins secrets derrière les murs de la cellule. Au marché, de telles histoires suscitent des exclamations et des rires. Au bord de la route, elles attisent la curiosité. Pendant ce temps, dans l'entrepôt du monastère, on compte le grain et le poisson séché. L'hiver a été long, les malades nombreux, les herbes médicinales rares. La feuille promet un spectacle, mais la réalité sent le corps fatigué et l'eau chaude. Bonjour à tous les spectateurs, je suis ravi de vous retrouver. N'hésitez pas à indiquer dans les commentaires d'où vous nous regardez et je vous souhaite une bonne écoute. Suivra une chronique sur la manière dont la Réforme, lancée à une époque où la richesse et le culte semblaient en s'être confondus, a tenté de trancher le nœud du luxe et des soupçons. Comment les statuts, les visites et la comptabilité se sont affrontés aux feuilles de la peur. Comment le mythe de la monarchie du vice à l'intérieur des murs s'est heurté à la froide machine de la discipline. Au centre de cette histoire se trouve l'abbé, que les chroniques qualifient de réformateur et de pasteur sévère. Ses lettres et ses instructions ne sonnent pas comme de la colère, mais comme un inventaire. Ce qu'il y a sur la table des frères, comment est organisée la garde de nuit à l'hôpital, combien de bougies sont utilisées pour le service, où sont conservées les clés du grenier à grains, qui est responsable de la lecture pendant le repas, et pourquoi les couleurs trop vives des murs détournent le regard de la prière. Il ne croit pas au pouvoir purificateur du scandale. Il croit au pouvoir des règles, simples comme une toile grossière, ne pas accumuler d'or sur les patènes, ne pas multiplier les sculptures, ne pas multiplier les repas superflus, supprimer la somptuosité des vêtements, ne garder que la laine et le lin, travailler de ses mains dans les champs, afin que le monastère ne se transforme pas en boutique de miracles où les riches achètent leur absolution avec du grain. Cette position n'est pas héroïque, elle est comptable. Mais c'est précisément ce langage qui est capable de rompre la chaîne qui enchaîne le monastère aux rumeurs. Les feuilles, sur la décadence des mœurs, prolifèrent à proximité des marchés et des auberges, où l'on aime raconter des anecdotes. Le plus souvent, on y décrit quelque chose dont il est facile d'avoir peur et difficile de vérifier. Des repas nocturnes, des cellules secrètes, du vin caché dans les caves, des chuchotements dans la bibliothèque. Cependant, il existe un autre document au monastère. Il s'agit du règlement, qui précise à quelle heure les frères se lèvent, comment le silence est réparti, pourquoi ce n'est pas celui qui parle le plus fort qui lit les livres, mais celui qui sait le faire, et comment les aînés contrôlent les plus jeunes sans les humilier. Ce sont les procès-verbaux des chapitres, où sont consignées les sanctions sans honte publique. Pain et eau à la place du repas habituel, une semaine sans service dans le chœur, suspension temporaire du poste de sacristain ou de bibliothécaire. Et encore, les actes de visite, on n'y cherche pas le spectacle, on y cherche les infractions. Ils vérifient les greniers, pèsent le pain, comparent les registres aux sacs de céréales réels, demandent aux serviteurs de l'hôpital si les malades ont de l'eau propre, si les draps sont changés. Ces lignes ne contiennent aucune connotation sordide et c'est précisément pour cela qu'elles sont efficaces. Le premier revirement préparé survient là où le mythe exige du sang et où l'ordre propose une vérification. Les scriptoria hostiles, chez les réformateurs voisins ou chez ceux qui ont été touchés par la critique du luxe, savent multiplier les exemplas de courtes histoires instructives, faciles à lire en chemin. Dans ces récits, le monastère devient facilement le théâtre du vice. On y trouve toujours une coupe amère, un couteau tranchant et un cœur faible. Mais les documents qui restent après la visite montrent autre chose. On y trouve des adultes fatigués, parfois en colère,
parfois injuste, et un système qui ne coupe pas les gens, mais les abus. Les responsabilités sont réparties, les dépenses pour les décorations sont limitées, il est obligatoire de vérifier une fois par an les livres comptables par rapport aux réserves et, en cas de suspicion, de faire appel à un médiateur d'une autre maison. Ce n'est pas la victoire du saint, c'est la victoire ennuyeuse de la comptabilité. Puis, les laïcs entrent en scène. Ils ne s'intéressent pas à la lecture du décompte des greniers. Ils veulent voir la repentance comme un spectacle. Des soutanes retirées au milieu de la place, des coups sur la poitrine, des larmes et des cris. La réforme, initiée par des règles strictes, répond autrement. La repentance n'est pas un spectacle. Elle a sa place dans l'ordre établi et se mesure non pas au volume, mais au temps et au travail. La condamnation publique de la langue est ici remplacée par le silence et le travail. Une semaine dans la cour à transporter de l'argile, un mois sans fonction sonore et sans droit de toucher au sceau du monastère, l'obligation d'écouter la lecture pendant le repas, où les histoires passionnantes sont remplacées par des raisonnements arides sur l'humilité. C'est ennuyeux pour le marché, difficile pour les frères, mais nécessaire pour la règle. La sévérité ne se manifeste pas par le fait qu'on affiche des stigmates, mais par le fait qu'on enlève les paillettes du culte et qu'on met sur la table du pain maigre. Le deuxième tournant est la découverte de la source d'une partie des horreurs. Lorsque les visiteurs soulèvent les affaires, il s'avère que de nombreuses histoires retentissantes sont nées là où les monastères se partageaient la charité des donateurs. Une maison persuadait un noble protecteur de donner la dîme à l'hôpital et au scriptorium. Un autre insinuait que son voisin était avide de chair et dépensait des bougies qui n'étaient pas destinées à la prière. La rivalité n'était pas alimentée par le vice, mais par la concurrence. Là où la cour riche avait l'habitude de récompenser ceux qui s'exprimaient le plus fort, les scriptoria ont appris à chuchoter et à écrire de manière à ce que les chuchotements sonnent comme la vérité. La réforme répond à cela en rendant les allocations transparentes. Chaque don important est enregistré, les dépenses pour l'hôpital sont séparées, celles pour le pain sont séparées, celles pour le cuir, pour les reliures sont séparées. En supprimant le secret du porte-monnaie, elle prive les effrayeurs de leur nourriture, mais les murmures persistent. La vérité est ennuyeuse pour ceux qui vivent du théâtre. Troisième tournant, la fatigue physique. Dans les hôpitaux monastiques, on trouve des adultes dont les mains sont gercées par le froid, qui toussent davantage pendant les mois d'hiver et dont les genoux sont douloureux au printemps à cause des longues heures passées debout pendant les offices de minuit sur le sol en pierre. La réforme ne promet pas de miracle. Elle propose un ordre qui préserve les forces, des offices plus courts, moins de décoration, une musique plus douce, plus de travail en plein air et un pain plus simple. Pour les abbés, c'est le risque de perdre les bienfaiteurs qui aimaient la solennité. Pour les frères, c'est une chance d'atteindre la prochaine récolte d'herbes. Pour les alarmistes, c'est une occasion de chercher un nouveau sujet. Et ils le trouvent, ils parlent désormais de cruauté, comme si le règlement privait les gens de joie. Mais les registres de visite répondent par des chiffres écrits en lettres. Moins de bougies, moins de fumée dans les poumons, moins de festins, moins d'estomacs malmenés, moins de veillées nocturnes, moins d'évanouissements pendant l'office de l'aube. La sévérité montre son autre visage. La sollicitude, consignée en lignes sèches. De l'intérieur, cette machine ressemble à une succession de petits mouvements. Lors du chapitre, l'abbé, s'appuyant sur la règle, répartit la lecture afin que la voix ne se brise pas. Il destitue le sacristain si le trousseau de clés tinte trop souvent. Il demande de limiter les tissus brillants dans la sacristie. Il ordonne de recopier les livres sans initiales dorées, rappelle que l'infirmerie n'est pas un lieu pour faire preuve d'humilité, mais un lieu de silence. De l'extérieur, cela est perçu comme de la froideur. Mais c'est précisément cette froideur
qui protège la maison du feu. Et chaque fois qu'une nouvelle feuille avec une révélation apparaît sur la porte, le monastère ne répond pas par la colère, mais par une copie de l'acte. La vérification a été effectuée, la violation a été constatée ou non, des mesures ont été prises, il n'y aura pas de spectacle public. C'est ainsi que se dessine le contexte dans lequel les adversaires tentent d'imposer leur vision du monde. Les moines sont des vicieux, la vie monastique est un repère, et la purification n'est possible qu'à travers le bruit, les cicatrices et la honte. Le document dit le contraire. Le monachisme est un métier de soins et de mémoire qui lutte péniblement contre le luxe, non pas parce qu'il déteste la beauté, mais parce qu'il connaît le prix de la faiblesse des corps et de la vulnérabilité du porte-monnaie. Dans le passage suivant, nous verrons comment la règle se heurte au vacarme de la foire, comment les visiteurs font le tri entre la culpabilité réelle et les inventions, et comment le besoin de spectacle de la foule se heurte à une discipline qui ne laisse aucune place aux crucifixions publiques, mais qui laisse place à une justice lente et sans effusion de sang. Le marché de printemps diffuse de nouvelles rumeurs, on parle de repas secrets, de tonneaux de vin, de brocards sous les soutanes. La foule attend le spectacle, mais le règlement répond non par des cris, mais par la procédure. Dans les maisons, des visites régulières sont introduites selon un horaire précis, et non au gré des circonstances, inspection de la sacristie pour vérifier la résistance des tissus, inventaire des réserves, vérification de l'hôpital pour s'assurer qu'il y a de l'eau, de la paille propre et que les serviettes sont changées fréquemment. La feuille est placée à côté des actes et le mythe s'effondre. Le lieu ne correspond pas à l'architecture, le temps perturbe l'ordre nocturne, les visages se dissolvent dans un « on disait » anonyme, l'objet n'a pas pu apparaître en raison des nouvelles règles d'achat. Le papier laisse la rumeur sans fondement. Il ne reste que de la fumée. Le premier revirement naît dans les scriptoria hostiles. Une partie des « scandales » est écrite là où l'on se bat pour obtenir la clémence des donateurs. Lorsque les réformateurs transfèrent les dons des initiales dorées au lin hospitalier, les offensés composent des exemplas. La réponse est une comptabilité transparente. Des lignes distinctes indiquent le pain pour les voyageurs, l'eau et le vinaigre pour les pansements, le cuir pour les reliures, la réparation du toit. Sur un tableau commun, on affiche des rapports récapitulatifs sans nom, mais avec les itinéraires de l'argent, le monde s'ennuie, mais c'est vérifiable. Les laïcs exigent une repentance spectaculaire. Ils veulent des marques et des larmes sur la place publique. La réforme maintient la ligne. La discipline reste fermée et se mesure en termes de durée et de travail. Au lieu de la honte publique, on a du pain et de l'eau à la place du repas, le transfert vers un travail pénible, la suspension temporaire des clés et des sceaux, l'apprentissage de la lecture à table sans rhétorique mielleuse. Cela ne se vend pas à la foire, mais fonctionne à long terme. Moins de raisons de s'humilier mutuellement, moins de récidives, moins de tentatives nocturnes de transformer la faute d'autrui en spectacle. Deuxième tournant. L'expertise artisanale contre la beauté politique. Une feuille portant un sceau et prétendant dénoncer la maison apparaît sur le marché. La chancellerie démonte le faux comme un charpentier démonte un mur. Un autre alliage de plomb, un autre coup de poinçon, des formules qui ne proviennent pas des statuts, une écriture qui n'est pas celle d'un monastère. Ils dressent un procès-verbal de non-conformité, informent l'évêque et la ville, infligent une amende pour violation de la paix du papier. Le beau jouet est confisqué, ce qui exaspère les marchands plus que n'importe quelle dénonciation. Troisième tournant. La santé. On supprime les chants pompeux qui cassent la voix. On réduit les bougies pour qu'il y ait moins de fumée dans le cœur. On ouvre les fenêtres pendant la journée pour aérer. Les livres de comptes indiquent une consommation stable d'eau, de lin et de drap. Les notes des médecins
font état de moins d'évanouissement à l'aube, de moins d'inflammation après les veillées nocturnes, d'une baisse de la mortalité hivernale chez les patients adultes. Il y a moins de beauté, mais plus d'air. Parallèlement, l'architecture est simplifiée. Pierre lisse, un minimum de sculpture, lumière pure. Pour les amateurs de splendeur, c'est la foi des pauvres. Pour les maisons, c'est l'économie d'entretien et la sécurité des charpentes. Dans les scriptoria, une norme est introduite pour l'or et la peinture. On peut quand cela sert à la lecture, on ne peut pas quand cela sert au spectacle. Dans les marges, on laisse des résolutions indiquant que les initiales voyantes éloignent le porte-monnaie de l'étagère de l'hôpital. Afin de couper court aux rumeurs, les clés et les livres sont réformés. Double liasse chez l'économe et le prieur, sans les deux, le grenier ne s'ouvre pas. Les montants globaux disparaissent, il ne reste que des articles concrets, acceptés en présence de témoins parmi les adultes de la ville. Au bout de quelques saisons, les petites fuites se tarissent et les colporteurs de dénonciation ont moins de sang frais. Il ne reste que leurs cris et le tableau d'affichage où l'on ne voit pas les noms, mais les parts, combien de bijoux ont été retirés, combien de tissu est parti à l'hôpital, combien de travail a été rendu après la mesure fermée. Même lorsque la sécheresse pousse à la recherche de coupables, l'ordre empêche la vente du sacristie. Les forts sont dans les champs, les faibles sont alités, on économise l'eau, mais on ne retire pas les malades de l'hôpital. Les rumeurs crient à la cruauté, mais les visites constatent l'absence de poussée de pourriture et le fait que les patients adultes survivent là où ils tombaient auparavant. La bureaucratie, que l'on critique, s'avère être la ceinture qui serre les murs pour les empêcher de s'effondrer. La conclusion de cette partie abrégée reste le choix de la forme plutôt que du bruit. Les journaux alimentent le marché et la soif politique de scandales spectaculaires. Les statuts, les visites et la comptabilité alimentent l'hôpital et les potagers. Le mythe des moines comme vice est pratique, car il est simple. Le document est gênant, car il oblige à consulter des livres où chaque ligne correspond au dos courbé de quelqu'un. Ce sont précisément ces livres, et non les cris de la place publique, qui rendent la maison solide et éliminent le poison de la dépendance du luxe. À l'automne, la fatigue transfère le poids des disputes de la place publique aux cours des monastères. Là où l'économie repose sur les cours et les ateliers, on ne vérifie pas les légendes, mais les coffres à outils, les cruches de vinaigre, les cahiers de travail. Les visiteurs étalent sur la table les livres de comptes, les registres des malades et les cahiers du magasinier. Combien de lin a été utilisé pour les draps, combien d'eau pour la buanderie, combien de jours les travailleurs adultes ont travaillé dans les potagers et les séchoirs. Une attention particulière est accordée aux endroits les plus souvent mentionnés dans les feuilles, les sacristies, les scriptoria, les caves. Dans la sacristie, il vérifie l'usure des tissus et enlève tout ce qui brille plus qu'il ne sert. Dans le scriptorium, on fixe les normes pour l'or et la peinture et on laisse une note avare indiquant que la lecture est plus importante que la peinture. Dans la cave, on vérifie les distributions par rapport au registre de l'hôpital. Le vin, le vinaigre et l'eau sont inscrits sur des lignes différentes et chaque ligne est liée à une date et à une main adulte qui a signé pour la clé. De l'extérieur, cela ressemble à de la simple arithmétique, mais c'est précisément cela qui éteint les exemples populaires. Le récit se dissout lorsqu'il y a sur la table une ligne qui peut être vérifiée. Le premier tournant abrégé de cette partie concerne les cours et leurs employés. Les journaux affirment que les communautés cachent les mains supplémentaires et les nourrissent comme bon leur semble. Dans les livres des cours, c'est autre chose. Un compte rendu détaillé du travail des adultes par saison, le transfert de la charge pendant la sécheresse, le remplacement des personnes épuisées par des plus robustes afin de ne pas abîmer leur corps, et l'interdiction stricte de prendre des produits de l'étagère de l'hôpital pour les mettre sur la table de fête. Les registres d'entrepôt sont rédigés lentement et sombrement.
moins de vin, plus d'eau, plus de lin, moins de posamenterie. Cela ne ressemble pas à un exploit, mais cela réduit le nombre de chutes et d'évanouissements, et l'infirmier le note d'une écriture qui sent la vieille peinture. Moins d'inflammation après les services de nuit, moins de cassures de voix lors de la lecture, une respiration plus calme chez les plus faibles. Plus loin, ce qui était longtemps caché dans le bruit remonte à la surface. Une partie des scandales, provenant de scriptoria hostiles, répète les mêmes expressions, comme si la liste des péchés avait été réécrite à partir d'un modèle. Lorsque les visiteurs superposent les feuilles, les coïncidences sautent aux yeux. Les mêmes mots sur la cellule secrète, les mêmes allusions au tissu interdit, les mêmes chiffres écrits en toutes lettres, comme si l'auteur avait à l'esprit non pas une maison, mais l'accueil d'une foule. Ce mensonge mécanique est démonté non pas par la malédiction, mais par le métier. On souligne l'architecture où la cellule secrète n'a pas sa place après la simplification du plan. On montre les règles d'achat selon lesquelles les tissus coûteux ne passent pas par la sacristie. On ajoute les livres de compte où, année après année, la norme pour les bougies et les coupons de lin reste maigre. Il ne reste de la feuille que les cendres d'un feu qui n'a réchauffé personne, sauf le compteur de rue. Deuxième tournant, l'argent et les dons. Le coup porté par la réforme à la splendeur touche durement ceux qui en tiraient un profit. Les ateliers des guildes, qui vivaient des commandes de vitraux et de dorures, lancent leurs rumeurs, comme si les règles strictes n'étaient qu'une couverture et que le véritable luxe se trouvait dans les pièces fermées. En réponse, les chapitres restent simples et les contrats avec les donateurs sont réécrits en toute transparence. L'aumône est divisée en plusieurs postes: hôpital, pain pour les voyageurs, cuir pour les reliures, réparation du toit. Les conditions sont affichées à l'entrée de la maison et désormais, chaque geste de générosité important peut être retracé jusqu'à l'étagère ou le lit. Pour les amateurs de miracles, c'est ennuyeux. Pour ceux qui comptent le pain, c'est une preuve. Et c'est précisément cette transparence qui enlève au mythe son deuxième volet. Il perd son soutien sous la forme d'ateliers lésés. Le troisième tournant est la tentative de transformer le refus du spectacle en culpabilité politique. La ville tente de faire pression avec son portefeuille. Elle exige une contribution à l'ordre, laissant entendre que le silence de la communauté est source de désordre. En réponse, des actes d'aide sont posés sur la table: du pain pour les voyageurs, de l'eau pour les malades, la réparation des ponts, des cours de lecture pour les élèves adultes. La comparaison est glaciale. Chaque pièce de monnaie versée en contribution est retirée du bol dans la salle d'hôpital. Les anciens, chez qui les gens toussent et vieillissent, battent en retraite. Ce n'est pas l'éloquence qui l'emporte, mais le papier, où l'on voit à travers les lignes que le monde repose sur l'eau, le lin et les agrafes, et non sur les cris. À cette heure, les maisons hostiles transposent la lutte dans le domaine du repentir comme spectacle et placent sur la place publique un moine adulte de leur obédience afin que la foule ait droit à une scène. La communauté réformatrice reste fidèle à la règle. La discipline est interne, sans procession honteuse ni stigmatisation. Dans les livres fermés apparaissent des notes sur les délais, les transferts vers des travaux pénibles, la privation des clés et des sceaux. Dans les rapports ouverts, les parts qui ont été consacrées aux toiles de lin et à l'eau. La foule est en colère, mais le soir, elle se rend quand même aux portes pour recevoir une soupe et un bandage. Et là où l'on s'attendait à une dégradation des mœurs, on trouve un nouveau drap, de l'eau fraîche et un silence sans fierté. Le souvenir de la saison froide devient le dernier lien de la partie raccourcie. Dans les maisons où la décoration prime sur l'ordre, les bougies brûlent, les murs fument et les voix se brisent. Dans les maisons où le document a vaincu le mythe, les fenêtres s'ouvrent pendant la journée, il y a moins de bougies, les passages sont plus larges, les registres d'hôpital sont plus épais
mais ils contiennent plus de mentions de survivants que de morts. Ces statistiques sont écrites avec des mots et sont étrangères au marché, mais elles soutiennent les murs. Il faudra ensuite supporter le choc d'un nouveau vocabulaire, d'accusation, mais l'outil est déjà affûté. Visite, comptabilité, refus strict de faire de la honte une marchandise. C'est précisément dans cette combinaison sobre que l'on voit comment le règlement étouffe le corps des histoires effrayantes, aussi sûrement que l'arche de pierre étouffe les cris de la foire. À partir de l'automne, un autre point faible apparaît. Les routes sur lesquelles circulent les dons et les rumeurs, là où les caravanes s'arrêtent dans les auberges, les feuilles sur les vis sous la soutane changent de propriétaire plus souvent que la marmite de soupe. En réponse, les communautés transfèrent le contrôle de la muraille à la route. Elles introduisent un registre des bagages où chaque colis est accompagné d'une note indiquant la date, le point d'expédition et la signature d'un adulte qui détenait la clé du grenier. Dans les cours près des points de passage, une administration avare compare les inscriptions du registre avec les marques dans les maisons d'origine et avec les livres de compte du destinataire. Cela semble insupportablement ennuyeux pour ceux qui aiment les histoires brillantes, mais c'est précisément l'ennui qui perce le vernis du mythe jusqu'à la base poreuse. Lorsque des paquets contenant les mêmes clichés accusateurs sont découverts dans le sac d'un autre livreur, le registre montre que les preuves ne proviennent pas des maisons, mais d'une boutique routière où, pour quelques sous, on assaisonne n'importe quel mot avec les épices de la honte. Les visiteurs enregistrent l'itinéraire de ce commerce et archivent non pas une dénonciation retentissante, mais une simple feuille. La source des bruits est discréditée, le destinataire est averti, l'ordre de livraison de l'aumône est réorganisé via un autre passage. La foule a besoin d'un symbole, le règlement prévoit une procédure, le symbole réchauffe l'instant, la procédure sèche les enseignes auxquelles la boue adhère. Un coup porté sur la route fait ressortir ce qui n'apparaît jamais dans les feuilles. Les communautés ont des adultes qui tirent l'économie à bout de bras, et il y a des personnes âgées qui ne survivront pas jusqu'au printemps sans un hôpital tranquille. Leurs journées ne ressemblent pas aux images des histoires d'horreur. Le matin, ils retournent la paille dans la chambre, l'après-midi, ils sèchent le lin, le soir, ils transportent des barils d'eau pour la buanderie. Dans les livres de comptes, chaque jour est consigné. Combien d'eau a été consommée? Combien de vinaigre a été utilisé? Combien de draps ont été changés? Quelle est l'usure des chaussures distribuées aux malades? Ce calcul froid ne réchauffe pas le cœur, mais répond à la question principale. Qui la piété sauve-t-elle? Ceux qui aiment le chant et l'or, ou ceux qui ont besoin d'eau, de chaleur et de silence? Lorsque la première semaine glaciale coupe le souffle à la ville, ce sont précisément les empreintes de tampons ternes et les signatures illisibles, au bord des registres, qui se transforment en soupe chaude et en bandages propres. Ce miracle peu attrayant est difficile à vendre à la foire, mais facile à vérifier au chevet d'un malade. La politique du spectacle, comprenant qu'il est impossible de faire du théâtre avec les réformateurs, change d'angle d'attaque. Au lieu des mensonges sur les cellules secrètes, une nouvelle formule apparaît, comme si le refus de se repentir publiquement était une fierté cachée. On utilise alors un vocabulaire de hautes accusations qui aime masquer les intérêts sous la jalousie de la moralité. La réponse de la communauté est à nouveau documentaire. Dans le livre commun, tout ce qui se trouve habituellement sur différentes étagères est rassemblé en un seul coup d'œil. Les bijoux retirés et le lin donné, la réduction des dépenses en bougies et l'augmentation des réserves de vinaigre, la réduction des services et les fenêtres propres de l'hôpital, la rotation des clés chez les magasiniers et les délais des mesures disciplinaires fermées. Pour un œil extérieur, c'est une feuille sans poésie. Pour un adulte qui écoute la nuit la toux d'un étranger, c'est une carte qui montre pourquoi, cette année, il y a plus de vivants dans l'aile froide. Ainsi, le règlement, que l'on accusait d'être aride,
montrent que la vie tient mieux sur l'aridité que sur le feu. Les scriptoria hostiles, privés des revenus des révélations, tentent de devenir des intermédiaires de la charité. Ils proposent à la ville de collecter des dons à droite et à gauche, promettant de les distribuer aux hôpitaux. Cette fois-ci, les communautés ne discutent pas, mais font ce qu'elles savent faire. Elles réécrivent le contrat de donation afin que chaque pièce connaisse son chemin et sa destination finale. À l'entrée, sur le tableau, ne figurent pas les noms des coupables, mais les postes de dépenses. En bas, le cachet et une brève phrase indiquant qu'une mesure discrète est préférable à l'humiliation publique. Pour ceux qui sont habitués aux gifles et aux processions, cela semble être une atteinte à leur esprit. Pour ceux qui se souviennent de la toux hivernale, c'est de l'air. Suite à cela, les anciens de la ville trouvent leur propre intérêt dans le silence. Là où il n'y a pas de place pour la honte, il y a moins d'affrontements nocturnes, moins de morts dans les bagarres, moins d'incendies près des bancs. Ce n'est pas de l'amour pour la réforme, c'est la peur des chiffres, qui sont écrits en mots et ne nécessitent pas de sermons. À la fin de la saison froide, le mythe vieillit. Il est toujours facile d'y désigner un ennemi et de jouer sur le goût pour le nettoyage spectaculaire. Mais là où pendant plus d'1 an, on a lu à haute voix des rapports au lieu de tracts accusateurs, où l'on ouvrait la fenêtre de l'infirmerie pendant la journée et où l'on économisait la bougie pendant la nuit, on entend autre chose. La discipline sans humiliation maintient les gens dans les rangs et sauve des vies sans effusion de sang. On continue à clouer des papiers sur les portes, le bruit ne disparaît pas. Mais à côté des distributeurs de papier, des files d'attente se forment pour obtenir des bandages et du pain, et dans ces files d'attente, on pose moins de questions sur le règlement que sur ceux qui ont l'habitude de faire commerce de la honte. Le résultat du 4e cycle est simple. La concurrence a appris à produire de la saleté et le règlement à l'effacer par la discipline, où la honte n'est pas transformée en marchandise et la miséricorde en décor. Le brouillard printanier se dissipe des pignons du toit et il devient clair qu'il n'y a pas de victoire définitive ici. Les rumeurs sont tenaces, comme la moisissure, la discipline est comme la chaux, qu'il faut appliquer couche après couche. Les communautés font le bilan de l'année sans fanfare. Quels cours ont tenu le coup sans solde? Quelle part des dons a été transférée des décorations à l'hôpital? Combien d'adultes actifs ont pu être préservés du burn-out grâce à la rotation? Dans quelle mesure les services de nuit sont devenus plus calmes et comment les registres de l'hôpital ont changé? Ces quelques lignes permettent de tirer une conclusion qui ne vaut pas un sou pour le marché, mais qui vaut plus que de l'argent pour les vivants. Là où l'ordre règne en silence, l'hiver passe sans cri. Au marché, on tente à nouveau de vendre la repentance sur le poteau. Mais les anciens de la ville, après avoir calculé le coût des interventions des pompiers lors des spectacles précédents, laissent le poteau vide. Ce n'est pas la victoire de la beauté, c'est la victoire de la peur des chiffres écrits en lettres. Mais l'histoire a aussi une issue humaine, sans laquelle la bureaucratie ne serait qu'un simple métier. Dans les maisons où la réforme suit son cours, on ne cache pas les histoires de chute. Elles existent et existeront toujours. Les adultes sont faibles, comme il sied aux êtres vivants. La différence est que leurs chutes ne sont pas transformées en charbon pour le brasero festif d'autrui. La discipline fermée est une chance de passer par la honte sans devenir un marché. Pour certains, cela signifie 1 semaine dans la cour au lieu d'un poste avec des clés. Pour d'autres, un repas modeste sans vin et un retour au travail après une période que le corps peut supporter. Pour d'autres encore, l'apprentissage de la lecture pendant les repas afin que la voix serve les mots et non la scène. Là où le mythe exigeait du sang, le document compte les jours et rend les gens. De la guerre elle-même naît la principale réserve pour l'avenir. Dans les villes, on commence à demander non pas des noms, mais des comptes rendus. Les évêques, habitués à la rhétorique, comprennent que la honte publique ne fonctionne plus comme un instrument de contrôle. Elle coûte cher et devient rapidement obsolète.
On leur présente des feuilles récapitulatives qui montrent comment les communautés ont redistribué les dépenses, combien de personnes ont été transférées vers des travaux pénibles sans publicité, comment les réserves de tissus et d'eau ont changé, comment les retours aux anciens excès ont diminué. Ces feuilles n'inspirent personne. Elles attirent comme une pierre froide, on s'appuie sur elles lorsqu'il faut prendre une décision politique sans faire de bruit. Les scriptoria concurrents perdent leur monopole sur les histoires effrayantes et cherchent de nouveaux thèmes. Peut-être demain, ils habilleront l'ancienne histoire d'une nouvelle couleur. Mais même fatigué, après une année de guerre du papier, il n'est plus ce qu'il était. Il sait correspondre dans la ville, supporter l'ennui des livres sous le bruit de la place et se souvenir que ce n'est pas le volume qui sauve, mais la simplicité. La fin est plus calme que ne le souhaiteraient ceux qui aiment les dénouements spectaculaires. Elle ne comporte ni purification démonstrative, ni symbole marquant. Il y a une maison qui est sortie de l'hiver avec un toit intact, des mains qui ne sont pas coupées par la mosaïque de verre, un petit hôpital où l'on sent l'odeur modérée du vinaigre et de l'encens, et non celle de la suie et du vernis. Il y a une ville qui a compris l'avantage du silence et le coût élevé du cri. Il y a des rivaux qui ont conservé leurs plumes, mais qui ont perdu le marché. Et il y a du papier, fin, fragile, humide sous les doigts, sur lequel est écrit « Comment survivre sans procession honteuse », une mesure fermée au lieu d'une négociation honteuse, de l'eau et du lin au lieu d'un vitrail, un registre au lieu d'une légende. Pour ceux qui sont venus ici chercher le feu, cette issue semblera faible. Pour ceux qui attendent le printemps, elle sera suffisante. C'est là que réside le choix principal. Le réformateur n'a pas laissé au monde une image, mais un outil. Il ne rend pas la vie belle, mais il la rend possible. Et chaque fois qu'une feuille sur la porte tentera à nouveau de déverser sur la pierre la chaleur de la honte d'autrui, quelqu'un dans sa cellule ouvrira le livre des visites et, sans élever la voix, ramènera la conversation vers ces lignes où la maison est plus forte que le cri.